Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. Dans Rezaïn, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes 3 docteurs en biologie, travaillons actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Resalience PhD. À travers Resalience et ce podcast Rezaïn, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste. Rezaïn, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de Rezaïn. Aujourd'hui, pour cette 12e édition, j'ai le plaisir d'être avec Assia. Salut Assia. Salut Alexis, bonjour tout le monde, je suis ravie d'être là. Comment vas-tu? Est-ce que tu as la forme? Super bien, patates, pêche, abricot, tout ce que tu veux, tout le jardin. Nickel. Aujourd'hui, le sujet du jour que nous allons aborder, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est vrai, on a pu échanger de ce sujet-là avec certains d'entre vous, et c'est notamment alors, le sujet qu'on s'est abordé derrière ça, c'est le fait que quand vous êtes en train de finalement de consulter des offres d'emploi et chercher un emploi, et ce que vous pouvez faire après votre thèse, finalement, il n'y a pas grand-chose qui correspond finalement à 100% de vos compétences. Et voilà, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Avant d'aborder ce sujet, comme vous en avez maintenant l'habitude, on a une petite partie actualité. Qu'est-ce qui se passe actuellement chez Resalience? Alors tout d'abord, Assia, il me semble que tu es intervenu dans une journée d'école doctorale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était l'objet de cette intervention? Yes, donc Resalience a été invité jeudi dernier à la journée scientifique, donc à l'école doctorale de la Sorbonne. Et c'était vraiment génial parce qu'on nous a invités pour parler des opportunités possibles dans le privé. Voilà, donc du coup, je suis intervenue, j'ai fait un pitch d'une vingtaine de, d'une vingtaine de minutes et ensuite j'ai participé à une table ronde sur le sujet. C'est un sujet qui nous passionne, forcément, c'est au cœur de Resalience. Il y a eu beaucoup d'interactions avec les doctorants, donc c'est un sujet vraiment qui intrigue, il y a eu beaucoup de questions. Voilà, donc du coup, c'était passionnant cette interaction et on a hâte d'être invité encore et encore dans ce type d'événement parce que c'est vraiment là où on a notre place, quoi. C'est à l'encontre des doctorants PhD. Ouais, c'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir échanger avec vous. Quand c'est dans la vraie vie, c'est-à-dire quand on se voit lors de ces événements, c'est bon, voilà, c'est un vrai plaisir d'avoir vos retours. À chaque fois, vous êtes d'une générosité avec nous et vous dites tellement de compliments sur ce qu'on fait. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et surtout, nous aussi, ça nous permet d'essayer de comprendre au plus près quelles sont actuellement vos problématiques et justement qu'est-ce qu'on peut faire nous avec Resalience pour vous aider là-dessus, aussi bien en termes d'interviews, de visiodoc, de podcasts, mais aussi voilà, d'autres choses qu'on pourrait créer avec Resalience. Écoute, merci pour ce retour, Asia. Également, dans le cœur actuellement de l'actualité, Resalience, avec notamment OkDoc, est en cours d'une enquête sociologique et notamment avec comme sujet principal les freins à l'embauche des docteurs dans le privé. Absolument. Du coup, Asia, est-ce que tu peux nous en dire un peu où est-ce qu'on en est Yes, de effectivement, cette enquête-là? ici, Resalience collabore avec OkDoc dans le cadre d'une enquête sociologique. Donc, nous sommes 3 à mener cette enquête. Il y a Charles Aymar, qui est donc docteur en sciences gestion. Il y a Coralie Venin, qui est docteur en psychologie. Donc, moi qui suis docteur en bio. Et donc, on mène cette enquête, comme tu dis, la question majeure, c'est essayer de comprendre les freins à l'embauche dans les entreprises privées. Et l'angle qu'on a pris, hein, je veux dire, l'unicité, l'authenticité de notre enquête, c'est qu'on va nous s'adresser directement aux managers dirigeants, c'est eux qui ont le dernier mot, hein, c'est eux qui ont prise de décision de savoir s'ils embauchent ou pas un PhD. Donc, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Quelles sont leurs visions, leurs stéréotypes? Pourquoi ça freine parfois? Pourquoi un dirigeant ne va pas embaucher un PhD, préfère embaucher un ingénieur ou autre? Donc voilà, c'est essayer de comprendre toutes ces questions-là. Le but derrière cette enquête sociologique, dont on espère, on va pouvoir publier, j'espère prochainement, donc une publication scientifique, c'est de pouvoir apporter des conseils précieux aux PhD et d'apporter vraiment des solutions concrètes, hein, pour vraiment lever ces freins à l'embauche, hein, qu'on connaît tous. Non, mais ouais, je pense que pour vous là qui nous écoutez, mine de rien, avoir accès à cette étude,
et de comprendre en fait comment réfléchit votre interlocuteur ou l'interlocuteur que vous avez à voir. Bah, c'est finalement c'est la meilleure des solutions pour vous anticiper les objections qu'il pourrait y avoir ou qu'il y aura lors de votre processus d'embauche et être conscient finalement de ces freins-là. Bah, ça vous permet de les anticiper et notamment dans la préparation, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour justement lever ces freins à l'embauche. Asia, tu voulais Alors Alexis, je réagir je par peux pas rapport à encore ça? divulguer les résultats, mais tu as vu mes yeux qui pétillent, hein, tu le vois, vous pouvez Oui, pas le voir à travers le podcast, c'est à travers ma voix, mais franchement, les résultats qu'on a déjà sont hyper passionnants. Moi, je me régale quand je parce que si tu veux la psychologue aussi mène l'analyse derrière et la retranscription et c'est juste fascinant de lire les verbatims, hein, qui sortent de ces dirigeants ouais, ouais. à chaud, durant les témoignages. Voilà, j'en dis pas plus, mais franchement à suivre de très, très près. Non, mais ouais, tout à fait. Et ça va vous aider. Enfin, c'est quand même, en fait, c'est quand même un avantage stratégique dans la recherche d'emploi de finalement de savoir en avance ce que va penser votre interlocuteur, ou du moins d'avoir une vision un peu générale, une moyenne en fait de ce que pensent les recruteurs. Derrière, ça vous permet vraiment d'avoir un niveau d'avance et d'anticiper toutes ces réactions-là. Donc, voilà, de toute façon, on vous tient bien évidemment au courant. Mais pour vous, voilà, derrière, c'est vraiment ça qu'il va falloir en retirer. Et c'est l'objet de cette collaboration entre Résilience et OkDoc. Également, vous donner des clés pour vous présenter sur votre meilleur jour et vous donner toutes les chances de réussir vos processus de recrutement dans le privé. Tu veux rajouter quelque chose, Asia? Non, non, c'était top. Allez. Eh ben, écoute, très bien. Dernier point en termes d'actualité, c'est la chaîne YouTube. La chaîne YouTube de Résalliance, on est en train de tutoyer les 1000 abonnés. On y est presque. Je pense qu'au moment où sort enfin c'est même sûr, au moment où sort ce podcast, on n'y est pas encore. On n'y est pas loin. On a un petit chouïa. Donc là, s'il vous plaît, on vous le demande comme un service. Si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, s'il vous plaît, allez sur YouTube, abonnez-vous. Ce podcast, il sort jeudi 10h. Il faudrait que dimanche, quand même, on ait dépassé ces 1000 abonnés. Quoi. Là, Non, mais maintenant, Alexis, on tu commence les choses sérieuses. Là, on était sur l'entrée, on va pouvoir passer au plat. Alexis, tu me mets le suspense. Combien il reste exactement d'abonnés pour atteindre les 1000? Dis-le, Alors, dis-le. écoute, j'ouvre, on est à 986. Oh! Donc 14 abonnés. Je fais le calcul. Exactement. Donc, 14, c'est rien, rien, rien. rien. On y est presque et vous allez voir, on voit un super post sur LinkedIn, on va tout exploser pour fêter ces 1000 abonnés et vous faites partie de l'aventure, donc abonnez-vous, c'est que du plus, c'est que du plus, quoi. D'ailleurs, en commentaire, dites-nous si vous avez des idées originales ou pas d'ailleurs pour fêter ces 1000 abonnés. On aimerait bien évidemment marquer le coup. Voilà, si vous avez des idées intéressantes, laissez libre cours à votre imagination. En tout cas, bon, on aura l'occasion de le redire. C'est incroyable. Voilà, quand l'aventure a commencé, on pensait pas en être là. Donc voilà, on n'y est pas encore. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Hein. Peut-être que les 14, on les aura jamais, Asia. Non, Alex. Non, on les aura. Après, franchement, nous, on vous aime. On aimerait tellement faire un événement avec Delphine et Alexis. Vous savez que ça demande des moyens, hein, de se louer, etc. Et on n'a pas une petite trésorerie aujourd'hui. C'est juste qu'on peut faire, c'est vous offrir des chocobons, voilà, lorsqu'on a atteint les 1000 abonnés. Mais c'est vrai que voilà, il faut. Voilà, merci pour votre soutien. Vous savez que tout ce qu'on fait, on le fait pour vous et pour vous offrir ce qu'on aurait aimé avoir il y a quelques années, quoi. Ouais, exactement. Allez, Yes, on ferme cette parenthèse YouTube juste pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. yes. Allez-y. Voilà, c'est le dernier call to action. On referme la parenthèse et faudra pas venir vous plaindre si on dépasse pas les 1000 abonnés et qu'on arrête tout. Hein. Non, On burn je out, plaisante ça bien y est. évidemment. Exactement. Ok, ben voilà pour les actualités. Passons au sujet du jour qu'on a intitulé le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est des échanges, en fait. C'est suite à des échanges qu'on a pu avoir avec certains d'entre vous où finalement, certains postulent dans des postes et se sentent absolument pas légitimes pour postuler là-dedans. Voilà, on sort d'un doctorat, on a une formation de chercheur. Ce qu'on sait faire, c'est de la recherche à proprement parler. Donc finalement, comment derrière aller postuler sur des postes dans du marketing, dans du chef de projet, dans du commercial, alors que c'est pas des choses qu'on a réellement fait. Voilà. Donc comment se sentir légitime là-dedans? Euh,
peut-être en première partie, on peut vous décrire notre propre expérience. Comment ça s'est passé, toi, dans ton cas, Asia, quand tu as commencé à chercher du travail dans le privé, avec un parcours de chercheur et une expérience à la paillasse. Comment tu t'es senti face à ces offres, aux offres que tu lisais, et est-ce que tu t'es senti légitime pour postuler sur les offres auxquelles tu répondais? C'est un super sujet, hein, le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à l'avoir vécu. Pour replacer juste le contexte, c'est vrai que moi, j'ai passé quand même du temps, hein, la recherche académique. J'ai fait une thèse de postdoc. Et c'est vrai que plus on, j'irai, c'est pas bon le terme, c'est pas s'enfoncer, c'est pas le bon terme. Mais plus effectivement on passe de temps dans la recherche académique, plus on va se spécialiser, on va développer une certaine expertise. En l'occurrence, moi, c'était de l'immuno-oncologie, en plus dans un domaine bien précis qui est l'immunothérapie, etc. Ben, on sort avec ça et puis on a travaillé sur des choses pointues, on a travaillé sur la petite cellule, la petite protéine, le mécanisme cellulaire, le cycle, machin truc. Et puis c'est vrai que tu sors de là, tu es, formaté un peu du coup, Alexis. Et donc tu découvres les fiches de poste. Alors les noms, franchement, ça aide pas non plus, hein. Les noms, les noms des métiers, faut décrypter. Tu as l'impression que tu as besoin d'un traducteur. Et ensuite, à part ça, quand tu regardes des fiches de poste, Alexis, des fois, ça fait 3 pages, quoi. Tu es là, ils demandent. Donc, c'est un listing, c'est des bullet points les uns après les autres. Et puis, ben, tu pas du tout habitué, tu pas formaté à ça. Puis, chaque fois que tu passes d'un bullet point à un autre, tu es là, ouais, mais ça, non, non, je crois pas. Ouais, mais ça, je l'ai pas. Ouais, mais ça. Et puis, il faut traduire. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Tout ça, il y a des codes tout ça, voilà, l'entreprise va attendre quelque chose et puis nous, on n'est pas habitués. On a fait très peu d'entretiens, on sait pas, on a encore du mal à ce moment-là, après post-doc thèse, à retranscrire vraiment ce que, à mettre des mots précis, clairs sur nos compétences transversales. On a même du mal à parfois les citer, hein. Vas-y, cite-moi tes compétences. C'est dur, voilà. Tu arrives avec ces fiches de poste, tu sais pas, tu es un peu perdu et puis plus tu lis les bullet points et plus tu t'enfonces dans cette fiche de poste, tu te dis: «Mais oh là 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 là, jamais moi, mon profil, pourtant bac+8 et 10 ans d'expérience, voilà, jamais je vais être prise pour ce poste-là». Et on a plus tendance à dire: «Ça j'ai pas, ça j'ai pas, ça j'ai pas», plutôt que de dire: «Qu'est-ce que j'ai moi développé comme compétences et en quoi ces compétences-là peuvent être transversales et s'appliquer pour ce job-là». Tu vois ce que je veux dire? On a plus tendance à voir le négatif, quoi. Ça, c'est problématique. Oui, alors moi pour ma propre expérience, hein, donc moi je suis sorti de thèse, ensuite, le 1er poste que j'ai eu, c'est un poste alors commercial. À l'époque, c'était l'intitulé du poste, c'était Life Science Specialist. Hem, Bah, c'est vrai qu'au début, quand on alors c'est un cheminement, hein, pour en arriver à postuler sur ce type de poste, ça se fait pas du jour au lendemain. Un cheminement que j'avais quand même bien entamé déjà, pendant ma thèse. Donc c'est vrai qu'à la suite de la thèse, je savais que je voulais m'orienter sur des fonctions commerciales. Mais c'est vrai que quand on commence à lire, ne serait-ce, comme tu dis, hein, déjà, ne serait-ce que trouver les bons intitulés de postes, qui peuvent en plus, des fois changer pour un même poste entre une entreprise A et une Mmh. entreprise B, pour une même description de poste, le nom est pas forcément le même. Donc déjà, il faut arriver à s'y retrouver là-dedans. Et c'est vrai que, bah, voilà, quand on commence à lire les fiches de poste, on correspond jamais à 100% à ce qui est écrit dans la fiche de poste. Et moi, en fait, donc c'est vrai que donc life science spécialiste, c'était quand même déjà des fonctions commerciales. Euh, c'est vrai que déjà postuler sur des fonctions de account manager, alors là en termes de légitimité, j'y étais pas du tout, hein. C'est-à-dire account manager, tu te dis en quoi est-ce que je vais devenir responsable de compte alors qu'aujourd'hui je suis chercheur, le gap est assez grand. Donc c'est vrai que le fait que le poste s'appelait Life Science Specialist, donc spécialiste Life Science, je me dis quand même, si après une thèse, on n'est pas spécialiste en life science, on l'est jamais, quoi. Donc c'est un peu ce qui m'a sauvé sur la façon dont j'ai postulé. Et je me rappelle un truc qui m'a marqué, c'est-à-dire qu'en général, donc sur le CV, moi j'avais mis un titre à mon CV, pour que le recruteur voit directement en 2 mots euh, quel était mon profil. Et j'avais marqué du coup spécialiste life science, vu qu'on me recrutait pour un poste de spécialiste life science. Donc là, clairement, en termes de syndrome de l'imposteur, je me sentais pas du tout légitime à mettre ça sur mon CV. Par contre, voilà, en prenant un peu de recul, on se dit, bah, finalement, j'ai fait une thèse, j'ai 8 ans de recherche, je pense que quand même, je sais ce que c'est le monde des sciences de la vie. Donc, je pense être légitime, finalement, pour mettre que je suis un spécialiste des sciences de la vie. Donc, déjà, effectivement, il n'y a jamais de fiche de poste, finalement, qui correspond à 100%
à ce que vous allez, aux compétences que vous avez. L'entreprise, elle recherchera quasiment toujours, on l'a déjà dit, hein, mais le mouton à 5 pattes, le candidat idéal qui n'existe pas. Donc l'entreprise, il faudra qu'elle fasse des compromis. Donc ce qui est important, et c'est ce que tu as dit, Asia, effectivement, bien avoir en tête ses atouts, ses points forts, pour bien évidemment les mettre en avant si ça match avec l'offre d'emploi, et ses points faibles. Alors, à minima, il va falloir les anticiper et savoir comment argumenter là-dessus. Et dans l'idéal, c'est pourquoi pas déjà bosser ces points faibles-là. Je donne un exemple très concret. Si par exemple, vous êtes actuellement en thèse et vous souhaitez vous orienter sur des profils commerciaux, par exemple, bah, pourquoi pas développer en parallèle de votre thèse un projet qui va vous permettre de développer ces compétences-là. Ça peut être assez simple hein, dans la réalisation. Ça peut être ne serait-ce que déjà faire partie d'une association de doctorants, de jeunes chercheurs et mettre en place un événement. Et ensuite vendre à cette expérience-là lors des entretiens comme une expérience commerciale. Je sais pas, j'enchaîne, hein, tu me coupes à ça si tu as si t'as Non, quelque c'est chose hyper qui te vient en intéressant. tête. Non, je sais pas, quelqu'un qui veut devenir, par exemple, qui veut faire de la vulgarisation scientifique, mais ouvre une chaîne YouTube, lance un Instagram et commence à faire ça dès maintenant, en fait. Pourquoi est-ce que tu devrais attendre? Puisqu'en fait, quand tu vas commencer à postuler, on va te faire le reproche, tu n'as pas d'expérience dans ce domaine-là. Donc, crée ton expérience dès maintenant. Et je pense qu'au-delà déjà du diplôme, l'expérience sera toujours valorisable. C'est-à-dire que vous allez voir un recruteur pour un poste sur de la vulgarisation scientifique, par exemple. Et vous allez le voir, vous dites voilà, ben moi en fait, j'ai une chaîne YouTube et j'ai 5000 personnes qui me suivent. Et tous les mois, en fait, je fais 10 000 vues sur ma chaîne YouTube de vulgarisation scientifique. La personne, il n'y a personne qui postule avec ce type de profil-là. Donc là, vous allez clairement faire la différence. Asia, tu C'est voulais réagir passionnant, il y a tellement de choses dessus. là qui ça bouillonne dans la tête, j'ai envie de dire tellement de choses. Mais, par rapport à ce que tu disais Alexis, je pense que voilà, la 1re chose déjà c'est, d'être drivé par un projet professionnel, et d'aller vers quelque chose qui nous plaît. Bien évidemment, il faut pas postuler à n'importe où et se dire: «Il faut que je trouve un job». Ça c'est la mauvaise démarche déjà, tu vois? Tu sors de thèse ou de postdoc, tu dis: «Il faut absolument que je travaille, donc je cherche les jobs, donc je postule, tant pis, un job de consultant, un job de commercial, un job de marketing, un job de médical affaires, un job en recherche». C'est la très mauvaise idée à faire. Donc c'est réfléchir à ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me passionne, vers où j'ai envie d'aller. J'aime le relationnel, j'aime pas le relationnel, j'aime la rédaction, j'aime pas la rédaction. Quel atout j'ai aujourd'hui à défendre et comme tu dis tout à l'heure, qu'est-ce que moi je peux aller chercher pour compléter ça? Parce que clairement, moi enfin, je le dirai jamais assez, le recruteur avant tout, il a besoin d'être rassuré. D'accord? Personne ne va remettre en question le fait que vous ayez un bac+8, que vous ayez la capacité, d'analyse, de critique, la résilience. Vous avez développé tellement de choses. Le docteur, bien sûr, il est valorisé et tout ce qu'il a fait durant sa formation est valorisable, c'est pas le souci. Maintenant, vous, la personnalité que vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez apporter à une entreprise dans un métier? Voilà. Vous avez votre formation et à côté, beh, qu'est-ce que vous faites à côté justement pour développer d'autres compétences qui peuvent servir dans votre futur job, dans votre future équipe, dans votre future entreprise? Donc, faut être vraiment dans cette démarche-là, aller compléter, aller chercher des certificats, aller faire peut-être des petites formations aussi, ça existe Alexis, aller ou développer des trucs vous-même, ouvrir une chaîne YouTube, un podcast, enfin, aller montrer à travers ce que vous faites que vous avez les compétences pour faire le job, plus vous rassurer, plus on va vous faire confiance et plus vous avez le go. Ouais, au-delà, ce que je rajouterais peut-être, effectivement, alors quand vous recherchez du boulot, hein, cherchez évidemment ce qui vous plaît, mais posez-vous la question aussi en termes d'offres d'emploi et de débouchés possibles. En général, pour beaucoup d'entre nous, on souhaite quitter le monde de la recherche, c'est parce qu'on se rend bien compte que sur les postes de chargé de recherche ou de maître de conférence, il y a très peu d'offres, voilà, pour beaucoup de demandes. Donc en fait, la probabilité d'avoir ce type de poste, elle est pas de zéro, mais c'est très compliqué. Donc c'est souvent aussi pour ça qu'on se réoriente, enfin qu'on décide de faire autre chose que de la recherche. Bah, posez-vous ces mêmes questions sur le boulot que vous allez cibler. Quand effectivement vous identifiez un travail ou un job qui vous intéresse, je pense que c'est primordial de se poser la question, OK, aujourd'hui le marché sur ces postes-là, est-ce qu'il est plutôt porteur, est-ce qu'il est plutôt croissant, est-ce qu'il est plutôt décroissant? L'idée, c'est derrière de faire vos choix en conscience, c'est-à-dire, effectivement, bah, ce poste-là, il y a très peu de postes, donc je sais que ça va être compliqué, mais au moins je le sais. Voilà, donc j'y vais à fond, mais je sais que ça va être compliqué. Voilà, ce qui est important, c'est voilà, posez-vous ces questions-là, et il y a peut-être des choses qui sont similaires,
pas très différentes, mais sur des marchés beaucoup plus porteurs. Et derrière, en termes de taux de succès, sera meilleur. Exactement. Et donc du coup, je rajouterais Alexis par rapport à la démarche, la bonne démarche à avoir. Donc vous tombez sur cette fiche de poste. Bon, bah, il y a beaucoup, beaucoup de choses, ça vous fait peur, j'y vais pas, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je postule pas, bref, c'est pas ça la question. La question, c'est d'être préparé avant de postuler. On fonce pas à postuler comme ça. Vous avez peut-être compris 60% de la fiche de poste. Il y a plein de trucs qui sont pas clairs. Le réflexe qu'on doit avoir à ce moment-là, c'est de dire, bon ben, je vais me renseigner sur l'entreprise. Je vais me connecter sur LinkedIn, je vais voir un peu les personnes, je vais me connecter avec des gens éventuellement qui bossent dans l'entreprise ou qui occupent le même poste. 3, je vais rentrer en contact avec eux. 4, je vais discuter avec eux pour leur demander à quoi consiste ton job, c'est quoi une journée type, et poser plein de questions. Je veux dire, voilà, vous devez enquêter, vous devez faire cette préparation avant de dire je vais postuler, je me sens prête pour postuler. Pourquoi? Parce que les gens sont très sympas, ils peuvent vous donner de super conseils pour revoir votre CV, vous redonner des tips parce que ils vont vous dire maintenant il faudrait que tu mettes plus ça en valeur que ça, faut que tu fasses ci, ça, ça. De précieux conseils qui font vraiment la différence ensuite quand vous postulez sur une fiche de poste. Ces gens-là vont vous rassurer également. On a besoin, nous aussi, d'être rassurés. C'est pas que le recruteur qui a besoin d'être rassuré. On a besoin aussi d'être rassuré, d'être accompagné et être entouré de personnes ressources qui vous accompagnent. Ça, c'est super important aussi, Alexis. Ne jamais rester seul, isolé. Ouais, le réseau, c'est la question du réseau. Moi, alors je te rejoins à 200% là-dessus, hein. C'est-à-dire, si derrière vous visez un poste, allez contacter des personnes qui font ces jobs-là, pas forcément dans l'entreprise que vous ciblez, mais dans d'autres entreprises, et allez parler avec ces personnes-là. Demandez-leur, voilà, c'est quoi votre quotidien? Est-ce que ça recrute? Est-ce que ça marche chez Porteur? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Est-ce que thèse, pas thèse? Est-ce qu'il y a des étapes complémentaires à faire avant? Voilà. Et comme tu dis, ça va être une mine, mais d'informations, et qui, en plus, derrière, lors des entretiens, quand la personne en face, le recruteur, va vous challenger un peu sur la compréhension du métier, de ce que vous allez faire, de votre quotidien, le fait d'avoir échangé avec des personnes qui ont ces postes-là, ça va être très clair pour vous ce que l'entreprise va attendre de vous et ce qui va vous être demandé. Donc forcément, en montrant au recruteur que vous avez vraiment compris, mais profondément compris ce qui vous est demandé, ça rejoint ce que tu disais, Asia, vous allez le rassurer. Vous allez le rassurer parce qu'il va comprendre que la personne en face d'elle ou de lui, elle a compris ce qu'on allait attendre, ce qu'on allait attendre, elle a compris ce qu'on allait attendre de vous. Yes, pour te partager mon expérience, Alexis, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que moi, je postulais après postdoc sur un job de MSL. Après m'être renseignée, discuté avec les gens, j'ai posé plein de questions, j'ai parlé avec plein d'MSL, etc. Et j'étais prête parce que je comprenais bien le métier, quoi. J'avais vraiment décortiqué le truc. Et je me souviens d'un entretien que je parlais avec un directeur médical. Il m'expliquait alors, c'est quoi pour vous le métier d'MSL? Alors, je peux te dire que j'étais basique, que je lui ai donné plein d'éléments, de mots-clés, de trucs. Je lui ai expliqué, je l'ai mis en situation, c'est ça. Donc, il m'a pas mal challengé. Je te promets, à la fin, Alexis m'a dit, mais comment vous savez tout ça? On dirait que vous avez déjà fait le métier. Il était impressionné. Donc j'avais gagné des points et j'étais passée à l'étape suivante. C'est vraiment ça. Et pourtant, j'ai jamais fait le métier, Alexis. Donc nous, on est très forts, nous, les ex-chercheurs, pour aller chercher les informations, quoi. Aller fouiller, aller chercher, aller questionner, aller enquêter. On sait faire. Ça fait partie de notre ADN. Donc là, voilà, la curiosité, ça fait partie de nous. Il faut absolument l'utiliser à fond, à fond, à fond. Faut faire sa biblio. C'est ça, sa biblio professionnelle, là. Alors c'est pas PubMed, mais Exactement. c'est LinkedIn, mais c'est le même principe. Voilà, et finalement, si demain, je sais pas moi, vous souhaitez mettre une manip de culture 3D, par exemple, que votre équipe de recherche n'a jamais mise au point encore, mais en fait, il y a l'équipe du dessus ou du dessous ou d'à côté qui fait déjà ça, mais naturellement, vous allez vous rapprocher d'eux pour leur demander des conseils. En fait, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir un peu leur point de vue, leur avis, pour pas perdre trop de temps, en fait. Mais là, c'est exactement la même démarche, en fait. C'est se rapprocher des personnes qui ont déjà fait ça pour comprendre leur point de vue, leur avis, et donc vous, en temps, gagner du temps par rapport à ce que vous visez. Je pense que, et c'est en ça que la formation de la thèse, le, le, le podcast, alors c'est le précédent, il me semble, c'était docteur versus ingénieur. Yes. Et là, je pense que ça, c'est un vrai point fort des docteurs, c'est-à-dire que vous avez réellement 3 ans d'expérience professionnelle. Donc c'est vrai qu'on est la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on fait, et on se dit finalement, je finis ma thèse, en fait, ce que je sais faire, c'est juste que je suis un spécialiste de la mutation X sur la protéine Y. Alors oui, certes, mais ça, sorti du monde de la recherche et du monde académique, ça intéresse pas grand monde en fait. Votre sujet à proprement parler de thèse, c'est un peu dur à entendre, mais c'est la réalité. Voilà. Par contre, tout ce que vous avez mis en place pendant 3 ans pour en arriver à ce degré de compréhension de votre protéine d'intérêt, c'est tout ça qui va intéresser
le recruteur et l'entreprise en face. Encore faut-il en être conscient. Et aussi un bon moyen d'en être conscient, c'est de discuter avec des personnes qui sont plus avancées que vous, c'est-à-dire des personnes qui ont typiquement un profil docteur et qui aujourd'hui occupent le poste que vous visez. Asia, tu voulais Ouais, réagir? globalement, je dirais moi, le conseil que je peux donner, globalement, si vous ciblez un métier, globalement, vous tombez sur une fiche de poste, vous aimez l'entreprise, ne vous laissez jamais impressionner par une fiche de poste, quoi. Jamais. Hein, tu l'as dit tout à l'heure, Alexis, les recruteurs cherchent un truc qui n'existe pas, le mouton à 5 pattes. Ils vont en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et des fois, c'est des fiches de poste qui font 3 pages. S'il vous plaît, ne vous laissez pas impressionner. D'accord? Vous avez plein de compétences. Donc, globalement, un docteur, sur cette fiche de poste, peut-être qu'il a déjà 80%. Pour ce qui reste, allez faire des manips complémentaires. On vous a donné plein de conseils pour ça. C'est tout. Et postulez. Et faites ce qu'il faut. Enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison. Faites des manips complémentaires, effectivement. Construisez votre parcours professionnel et ça reboucle avec ce qu'on disait il y a quelques minutes, le fait de faire des choses en plus de sa thèse. C'est vrai que souvent, on est à fond dans sa thèse, dans son projet de recherche. Des fois, faire autre chose à côté ou en parallèle, des fois, c'est pas forcément bien vu par le directeur de thèse ou le directeur d'équipe parce que lui, son intérêt, c'est que vous fassiez avancer au maximum le projet de recherche. Par contre, vous, tout ce que vous allez faire, alors en parallèle ou à côté, ou ça peut être en plus, derrière, ça va être valorisable, mais de manière incroyable. Je donne un exemple. Aujourd'hui, effectivement, une entreprise, elle va chercher quelqu'un qui va faire le job. Voilà, ça c'est le prérequis, c'est la base. Mais si en plus, elle trouve quelqu'un qui, en plus de faire le job, s'investit sur d'autres choses à côté, apporte des choses en plus, réfléchit, dit ah ben voilà, ça on le fait comme ça, mais en fait moi j'aimerais bien essayer de le faire comme ça, mais c'est gagnant pour l'entreprise. Et ça, c'est une chose de le dire, mais c'est une autre chose de le faire. Voilà. Si demain vous dites voilà, effectivement, moi j'ai fait ma thèse, j'ai eu ma thèse, voilà, j'ai soutenu, j'avais un papier, peu importe, mais à côté de ça, j'ai organisé un événement à destination des jeunes chercheurs. On a fait venir 200 personnes, 15 intervenants et on allait chercher un budget de 5 10 000 € à l'université. Mais le message que vous envoyez au recruteur en face, c'est que effectivement, le job, c'était soutenir votre diplôme. Ça, vous l'avez fait. OK, le job, c'est checké. Ce pourquoi on vous a pris, c'est fait. Par contre, derrière, vous êtes allé chercher de nouvelles ressources, vous êtes investi sur d'autres projets qui vous ont aussi apporté de nouvelles compétences. Et clairement, ça, dans une entreprise, elle va le rechercher. Voilà, la personne qui va s'investir au-delà de ses fonctions. Il y a 2 aspects qui sont parallèles, hein, Alexis. Il y a un, je développe des compétences pour moi, hein, je vais pas le chercher juste pour le recruteur. C'est-à-dire que, c'est des soft skills, quand j'organise des événements, ben, moi, ça m'aide à comprendre plein de choses, ça m'aide à toucher à du budget, ça m'aide à tu vois ce que je veux dire? Quand j'ouvre une chaîne YouTube, ça développe, moi, mes capacités de communication, un podcast pareil. Quand je participe à un membre dans une association, ça développe aussi, de l'empathie. Faites d'autres soft skills. Vous le faites pour vous, les gars. Tout ce que vous développez, c'est avant tout pour vous, pour votre développement personnel. Ça, c'est une chose. D'accord? Et autre chose, ben voilà, le recruteur, lui, de toute façon, il cherche, ce qui n'existe pas. Rassurez-le, venez avec des cartes et avant tout, n'oubliez pas qu'il y a aussi, il y a aussi de la compétition et ça, on le dit pas assez, Alexis. Un PhD, enfin voilà, il va être en compétition avec d'autres PhD, peut-être même seniors qui ont déjà de l'expérience dans le privé. Il va être en compétition peut-être avec des ingénieurs plus PhD. Il va être en compétition avec peut-être des pharmaciens sur des types de postes. Ça, faut le garder en tête. Si vous êtes en compétition avec des gens, c'est qu'il va falloir faire plus, donner, enfin, il va falloir sortir du lot. Et pour sortir du lot, non, on ne se contente pas juste de la thèse. Ça suffit pas aujourd'hui. D'où ce que tu disais, Alexis, allez chercher ce qui vous manque, allez développer des soft skills, de nouvelles compétences. Et je vous assure que vis-à-vis d'un recruteur, c'est ce qui fait la différence, quoi. Les CV sont top. Ce qui fait la différence, c'est celui-là, il a créé ça, il a développé ça, il est parti chercher ça. Et ça m'intéresse, quoi. Ouais, et surtout prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Ça, c'est aussi important. Ne le subissez pas, là, ce qu'on peut vous donner. Faites-le parce que vous avez envie de le faire. Là, on vous a donné quelques exemples, mais il y en a certainement des centaines et des milliers d'autres. Ce qu'il faut surtout, c'est quelque chose qui est aussi du sens pour vous et que vous faites avec envie et plaisir. Ça va vous demander du temps, de l'énergie. Donc, si derrière vous prenez pas de plaisir, ça durera pas ça durera pas. Ça sera ponctuel et nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt
voilà, quelque chose d'un peu plus long, enfin moyen terme. Donc voilà, surtout prenez du plaisir dans ce que vous faites. J'imagine que vous avez fait une thèse parce que ça vous fait plaisir de faire la recherche, vous aimez ça. Yes. Donc dans tout ce que vous entreprenez, faites des choses qui ont du sens pour vous et qui vous font plaisir. Voilà, c'est avec Asia et Delphine aujourd'hui, tous les trois, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est dans Résilience. Ça nous demande du temps, de l'organisation. On prend sur nos temps personnels, de repos, parfois familiaux, mais on le fait parce que ça nous plaît et on prend un plaisir qui est immense et qui est largement supérieur à l'investissement de temps que ça nous demande. Donc voilà, très important, je pense, la partie plaisir, faites-vous plaisir. On ne fait pas un bac plus 8 pour souffrir, quoi. Non, mais tu as absolument raison, Alexis. Et puis tout ce qu'on fait à côté, hein, tout ce qu'on fait à côté, associatif, sportif, YouTube, machin, tout ça, ça permet aussi d'apprendre à se connaître. Ça, c'est super important. Apprendre à se connaître pour se valoriser avant tout. Et voilà, donc quand vous apprenez à vous connaître, vous connaissez vos limites, vous testez des choses, vous vous rendez compte que ça vous plaît pas, ah, ça vous passionne, du coup, vous allez là-dedans. C'est vraiment en expérimentant dans sa vie, on le sait, on a fait de la recherche, qu'on arrive vraiment à trouver, tu vois, les bons trucs, tu vois ce que je veux dire? Et donc, si vous savez ce que vous aimez, du coup, vous avez des éléments pour vous diriger vers le métier finalement qui va matcher complètement avec vos envies. Écoute, Asia, je pense on a pas mal fait le tour du sujet. Donc finalement, hein, pour résumer en 2 mots, hein, je pense que le meilleur moyen de lutter contre le syndrome de l'imposteur, bah, ça sera le travail et l'engagement et finalement lever point par point toutes les limites que vous pouvez vous mettre. Aller chercher votre propre expérience ou pour justement faire face quand le recruteur va vous challenger là-dessus. Parce que bien évidemment, un recruteur, il est aussi là, comme une soutenance de thèse, hein, pour appuyer là où ça fait mal. Non pas parce qu'il aime ça, mais parce que c'est aussi, ça permet de voir comment est-ce que vous réagissez. Voilà. C'est-à-dire quand vous êtes mis en difficulté, comment ça se passe en fait? Est-ce que vous perdez vos moyens? Est-ce que vous fermez complètement? Est-ce que vous devenez agressif? Ou alors est-ce que non? C'est quelque chose que vous avez anticipé et du coup vous mettez en place vous structurez une argumentation pour répondre. Et ouais, ouais, dernier mot, Alexis, c'est vrai que tu me fais penser à mes coachings simulation d'entretien, et peut-être que ça vaut le coup d'en dire 2 mots, nos coachings, Alexis, non? Oui, vas-y. Bah écoute, oui, oui. Là, c'est. Tu veux le. Vas-y, Comme Asia. tu veux, Alexis. Vas-y, Non, je vas-y. disais qu'effectivement, au sein de Résalliance, avec Alexis et Delphine, donc on a mis au point un coaching vraiment, spécial, transition, la recherche académique vers l'industrie privée, donc c'est fait pour ça, hein. Donc Alexis, toi, tu animes une session, stratégie de recherche d'emploi, réseautage. Delphine anime une session, pour préparer le CV, la motivation, et moi, bah, du coup, tu m'as fait penser à ça. J'anime une session simulation d'entretien. Donc je suis le recruteur et je vous challenge justement sur les questions qui sortent souvent, et donc ça vous permet d'avoir un feedback et de bien vous préparer donc aux entretiens, sachant que nous, bah, forcément, PhD, on n'a pas vraiment l'habitude de faire des entretiens, encore moins avec des recruteurs d'entreprises privées. Donc voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à venir vers nous. Voilà, on est en train de développer encore plus, hein. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on fait des coachings de PhD, PhD student, de postdoc, PhD la recherche d'emploi. On commence à bien connaître vraiment tout ça, tout cet univers de préparation vers l'industrie privée. Ouais, et puis on commence aussi à avoir des belles success stories Absolument. de personnes qu'on a pu accompagner, qui trouvent du boulot, qui nous remercient. Alors, là-dessus, je pense faut pas non plus. Faut rendre à César ce qu'il à César. Je pense c'est avant tout le travail, c'est le travail de la personne qui est coachée, qui fait que derrière, elle réussit, elle transforme l'essai. Nous, c'est un peu, c'est l'idée de Rezaïn, quoi. Si on donne la dose de motivation, bien évidemment, un cadre et des stratégies, mais derrière, c'est vous, l'engagement que vous allez y mettre et la capacité que vous allez avoir à transformer l'essai, à vous adapter et à rebondir, qui vont faire que derrière, ça sera bah, vous aurez du succès et vous atteindrez surtout les objectifs que vous êtes fixés. Absolument, rester motivé, rester résilient, j'ai envie de vous dire résilient, j'ai pas dit Exact, résilient, c'est mais génial. résilient, Restez résilience, voilà. rester résilient, Restez et puis entourez-vous motivé, des personnes enthousiaste. ressources, et puis, ben, maintenant vous connaissez déjà Résilience, n'hésitez pas aussi à nous solliciter, on est là pour vous. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Asia. On a également un groupe Telegram
sur lequel on échange, on échange. Donc il est en description de cet épisode sur la chaîne YouTube. Donc rejoignez-nous sur Telegram, voilà, on essaie de partager des infos. Ça permet aussi, des fois d'interagir, directement avec vous, d'avoir aussi votre retour. Nous, voilà, notre but, c'est aussi de créer des contenus, qui correspondent aussi à vos attentes et à vos problématiques et de vous donner des clés pour essayer de les résoudre au mieux et surtout au plus vite. Parce que voilà, faire tout ce qu'on a décrit, ça permet surtout au final de gagner du temps, et pas mettre des fois un an, ce qui pourrait être fait en 3-4 mois, quoi. Voilà, Sia, eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce podcast. Merci Alexis, c'était génial, toujours autant de plaisir à faire ces podcasts. Toujours autant de Voilà, plaisir. et on attend bien évidemment, comme d'habitude, vos retours. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur Rezaïn. Salut, Yes, à ciao, bientôt, bonne journée, ciao. ciao.